Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes sur Al24 News à la une de l'actualité de ce 13h. Le 22 décembre marquera le premier anniversaire de la signature de l'accord de normalisation des relations entre le régime marocain et l'entité sioniste. Retour sur les conséquences d'un tel pacte dans ce journal. En Éthiopie, les Tigréens qui avaient avancé ces derniers mois dans les régions voisines de l'Amara et de l'Afar sont en train de se replier vers leur région afin d'ouvrir la porte à l'aide humanitaire. Covid-19, les fêtes de fin d'année font craindre le pire pour l'OMS. Les marchés mondiaux s'affolent à cause du variant Omicron. Le Forum économique mondial de Davos a d'ailleurs été reporté. Et dans le dossier économique, nous allons nous intéresser à l'automobile, importation, cahier des charges et construction automobile en Algérie, entre autres questions abordées avec notre invité, Mourad Saadi, directeur d'un site spécialisé dans l'automobile. Le 22 décembre marquera le premier anniversaire de la signature de l'accord de normalisation des relations entre le régime marocain et l'entité sioniste. Une normalisation qui ouvre la porte à l'entité sioniste sur le Maghreb, mettant en danger la stabilité dans toute la région et constituant un coup de poignard à la cause palestinienne. Les détails avec Souhila Rakilal. Tout a commencé par un tweet de l'ancien président américain Donald Trump le 10 décembre 2020, annonçant la reconnaissance de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et l'ouverture d'un consulat dans la ville sahraoui occupée de Dakhla, en échange de la normalisation des relations entre Rabat et l'entité sioniste. S'en est suivi une annonce officielle du Merzen qui confirmait la normalisation de ses relations avec l'occupant israélien. Outré, le peuple marocain est sorti dans les rues pour exprimer son rejet de cette décision considérée comme un coup de poignard dans le dos du peuple palestinien. Ces manifestations pacifiques ont été brutalement réprimées et les slogans de solidarité avec le peuple palestinien ont été interdits. Malgré les condamnations internationales, les manifestations et les mises en garde, le régime marocain a normalisé ses relations avec l'entité sioniste le 22 décembre 2020, au mépris des peuples marocains et maghrébins qui rejettent cet accord honteux. Pour la première fois de l'histoire de la normalisation avec les pays arabes, le régime du Merzen a également signé un accord de coopération sécuritaire et militaire avec l'entité sioniste à l'issue de la visite au Maroc du ministre israélien de la Défense Benny Gantz en novembre dernier, faisant du Maroc une base avancée pour l'ennemi sioniste dans la région. Plusieurs observateurs s'accordent à dire que l'Algérie est la première cible du processus de normalisation et que le Maroc essaye de porter atteinte à l'Algérie qui défend le droit des peuples sahraouis et palestiniens à l'indépendance. Depuis une année maintenant, le peuple marocain poursuit ses marches de la liberté et de la dignité déterminées à mettre un terme à la normalisation des relations de leur pays avec l'entité sioniste. Le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au Mali, l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, est attendu aujourd'hui à Bamako. Cette visite intervient dans le cadre de la mise en application des dernières recommandations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur le Mali et fait suite aux missions de suivi antérieures. Pour rappel, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, qui s'est réunie le 12 décembre dernier au Nigeria, veut la tenue des élections comme prévu le 28 février 2022. Les dirigeants de la transition, eux, optent pour une rallonge, le temps d'examiner les problèmes à l'origine des crises au Mali. Au Burundi, la commission Vérité et Réconciliation chargée d'enquêter sur les crimes commis dans ce pays depuis la conférence de Berlin de 1885 a présenté ce lundi son rapport d'étape devant le Parlement du Burundi réuni en congrès, a qualifié l'un des pires épisodes de massacre interethnique dans ce pays qui avait débuté fin avril
en 1972 comme le génocide contre les Hutus de 72 et 73. Les Hutus sont aujourd'hui au pouvoir, une qualification qui a été endossée par acclamation par les deux chambres du Parlement burundais. Durant cette enquête, 900 témoins ont été auditionnés, dont des responsables présumés de ces massacres. Des restes de près de 20 000 victimes ont également été exhumés, des quelques 200 fosses communes ou encore des milliers de documents relatifs à cette période ont été étudiés. Au Congo, le calme est revenu lundi en début de soirée après une journée mouvementée et des violences dans la partie nord de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Des violences qui ont coûté la vie à 4 personnes, dont un bébé, et blessé 10 autres. Des organisations de la santé civile et des mouvements citoyens avaient appelé à une journée ville morte ce lundi pour protester contre l'insécurité et s'opposer à une éventuelle future présence de la police rwandaise pour lutter contre le terrorisme dans la région. Et toujours en République démocratique du Congo, le mandat de la MONUSCO a été prolongé pour 1 an. Les opérations de maintien de la paix continueront donc à patrouiller dans le pays. Le Conseil de sécurité a toutefois demandé à ce qu'elle se concentre davantage sur le nord-est du Congo et en multipliant les engagements conjoints avec les forces congolaises. Et en Centrafrique, la localité de Boyo, située à 120 km à l'est de Bambari, dans la région de la Ouaka, a été le théâtre d'atrocités les 6 et 7 décembre dernier. Un massacre attribué aux Anti-Balaka. Selon la mission de l'ONU dans le pays, le bilan s'élève à une quinzaine de civils tués. La mission onusienne a enregistré aussi des cas d'amputation, d'extorsion et destruction d'habitations, ainsi que le déplacement de près de 1500 personnes. Et à la veille d'un scrutin déterminant en Libye, les élections du 24 décembre sont une échéance importante pour l'avenir de ce pays. De multiples enjeux entourent la situation libyenne particulièrement complexe. La Libye a un point central dans le redéploiement des forces sur l'échiquier afro-méditerranéen. Analyse de la situation avec Sofiane Barouti. L'agression de la Libye par une coalition multinationale et l'assassinat indigne du colonel Kadhafi ont ouvert un cycle trouble non seulement pour ce pays voisin, mais aussi pour la région afro-méditerranéenne, où cette nation maghrébine dispose d'un poids certain. Si les tentatives d'apaisement à travers des processus de médiation menés par l'Union africaine et soutenus par certaines personnalités internationales ont été avortées par un choc de volonté belliqueuse, en témoignent les résolutions 1970 et 1973, qui ont clairement été outrepassées à l'initiative de certains pays, dont la France, qui a pris la tête des hostilités contre Tripoli. Le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, est d'ailleurs dans l'œil du cyclone, essuyant des accusations d'assassinat sur lesquelles il devra répondre, lui ainsi que ses proches collaborateurs. La France n'est plus rien dans l'échiquier politique international. La France ne joue plus son rôle de métronome de la démocratie, de cette puissance qui se relève, qui se vantait d'être le vestige de la démocratie à travers le monde. Cette France aujourd'hui est finie à travers ces massacres, à travers la destruction de la Libye, avec des assassinats à ne plus dénombrer, avec à côté de cela la mort du colonel Kadhafi. D'autres scandales viennent éclabousser la réputation de Paris, qui serait complice de crimes de guerre selon les révélations fracassantes inhérentes à l'opération Sirli. La Libye est le champ de toutes les convoitises. Ce riche pays dispose, en plus de sa position stratégique, de ressources très importantes en hydrocarbures, de grandes capacités financières et d'opportunités économiques qui ne laissent personne indifférent. Ce qui intéresse beaucoup les grandes puissances, mais également des acteurs géopolitiques régionaux et plusieurs partis agissent officiellement ou secrètement en Tripolitaine comme en Cyrénaïque pour imposer des plans au service d'intérêts particuliers et au détriment du bien-être de la population libyenne, mettant la stabilité régionale sous menace permanente. Aujourd'hui, en Libye, la France, elle occupe une moindre position.
elle accompagne ce gouvernement illégal qu'elle appelle légal. C'est une évidence que la France ait une perte d'influence aussi bien sur le terrain en Libye que partout ailleurs en Afrique et même dans le monde. L'échéance électorale du 24 décembre prochain sera déterminante. Les pays du voisinage ont dernièrement tenu une réunion à Alger pour énoncer clairement leur volonté de voir les milices désarmées, les frontières sécurisées, les forces étrangères évacuées et le processus démocratique de paix et de réconciliation garantissant l'unité territoriale et l'entente cordiale menée à bien dans ce grand pays africain. Et pour clore avec le dossier Afrique, en Éthiopie, les Tigréens qui avaient avancé ces derniers mois dans les régions voisines de l'Amhara et de l'Afar sont en train de se replier vers leur région afin d'ouvrir la porte à l'aide humanitaire. C'est du moins ce qu'a annoncé leur porte-parole à l'agence France Presse. Nous avons décidé de nous retirer de ces zones vers le Tigré. Nous voulons ouvrir la porte à l'aide humanitaire, a déclaré Getachew Reda, porte-parole du Front de libération du peuple du Tigré. En France, l'homme qui avait pris en otage 2 femmes hier à Paris dans un bazar du 12e arrondissement a été arrêté ce mardi matin par les forces de l'ordre. L'opération n'a fait aucun blessé. L'homme souhaitait rencontrer le ministre de la Justice, Xavier Dupond-Moretti, et l'avocate de Omar Haddad, selon des informations d'un journaliste du Point. Et il s'agirait d'un Tunisien âgé de 56 ans qui aurait été magistrat en Tunisie. L'homme souffre, selon cette source, par divers antécédents psychiatriques. Plusieurs médias rapportent que l'individu est en proie à des troubles mentaux. Le Forum économique mondial a annoncé lundi le report de sa réunion annuelle en Suisse, Davos 2022, à cause de la propagation du variant Omicron. Le Forum a déclaré dans un communiqué que la réunion annuelle devait se tenir à Davos Clusters, en Suisse, du 17 au 21 janvier et qu'elle est désormais prévue pour le début de l'été. Et le variant Omicron fait des dégâts sur les marchés. Ouverture en baisse aujourd'hui pour la bourse de New York. Perte de vitesse pour l'ensemble des places financières européennes. Omicron est l'une des principales peurs des investisseurs. Les restrictions déjà prises ou à venir font craindre un énième ralentissement de l'économie. Exemple, la propagation du variant a fait temporairement chuter les cours du pétrole de plus de 5%. Santé toujours, alors que la pandémie Covid-19 et le nouveau variant Omicron sèment le trouble partout dans le monde. Tedros Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, a appelé à la plus grande prudence lors des réunions de famille durant les fêtes de fin d'année. Il a également assuré que l'OMS ferait tout pour que 2022 soit l'année de la fin de la pandémie. Neila Ithamouda. Quitte à annuler les festivités, un événement annulé vaut mieux qu'une vie de moins. Ce sont les déclarations du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Il a appelé à la plus grande prudence pour la célébration de Noël et du jour de l'an. Nous sommes tous lassés de cette pandémie. Nous voulons tous passer du temps avec nos amis, avec nos familles. Mais un événement annulé vaut mieux qu'une vie perdue. Il est préférable d'annuler maintenant et de célébrer plus tard que de célébrer maintenant et de pleurer plus tard. Aucun d'entre nous ne veut être à nouveau dans la même situation dans les 12 mois à venir. Cette année encore, les célébrations des fêtes seront compromises. La pandémie de Covid-19 pèse encore très lourd dans les 4 coins du monde. De nombreux pays européens ont serré la vis, comme les Pays-Bas, qui ont imposé un nouveau confinement depuis dimanche, ou l'Irlande et le Danemark, qui ont mis en place des couvre-feux dans les bars et les restaurants. En Suisse, de nouvelles mesures sont également entrées en vigueur depuis lundi, comme l'obligation du télétravail. L'accès à de nombreux lieux publics est également restreint pour les non-vaccinés. Au moment où les campagnes de vaccination se multiplient, les gouvernements appellent au bon sens. L'OMS lance l'objectif d'un point final au Covid pour 2022, en veillant à ce que 70% de la population de chaque pays soit vaccinée d'ici à mi-2022.
Omicron a représenté quelques 73% des nouvelles infections au Covid-19 aux États-Unis lors de la semaine qui s'est achevée le 18 décembre, selon des données des autorités sanitaires américaines diffusées lundi soir. La semaine précédente, la proportion d'Omicron tourne autour de 95% des cas dans un groupe d'États du nord-ouest, Oregon, Washington et Idaho, et dans un autre du sud-est comprenant la Floride, selon les centres de prévention et de lutte contre les maladies. Haïti, l'explosion d'un camion-citerne le 14 décembre qui a plongé la ville du Cap haïtien dans le deuil. Cet accident de la route qui a viré à la tragédie quand des dizaines de riverains se sont précipités sur le véhicule pour récupérer le précieux carburant. Le bilan s'est encore alourdi. Il fait état de 90 morts. Des funérailles nationales sont prévues plutôt aujourd'hui, 21 décembre. Retour en Algérie pour parler économie et plus précisément d'automobile. Le dossier fait encore une fois parler de lui à la faveur d'un dénouement proche en ce qui concerne l'activité des concessionnaires, alors que les opérateurs sont dans l'expectative d'une nouvelle révision du cahier des charges censée y apporter la touche finale avant la délivrance des premiers arguments. Kherdin Batash. L'année 2022 pourrait bien être celle de l'automobile. Le dossier de l'importation de véhicules en Algérie revient encore une fois au devant de la scène. L'approvisionnement du marché en véhicules neufs devrait permettre au secteur de respirer économiquement, suite à un gel qui a duré près de 3 ans, pour cause d'assainissement des activités d'importation et de construction à des fins structurelles. Une instruction donnée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune le 5 décembre dernier en faveur de la révision immédiate du cahier des charges relatif à l'importation de véhicules neufs permettra de revoir certaines dispositions en vue d'une reprise de l'activité de concessionnaire automobile dans les plus brefs délais. De ce fait, le ministère de l'Industrie devrait réviser les textes de loi régissant cette activité commerciale, dont plusieurs demandes d'agrément ont été déposées auprès du comité technique chargé de l'instruction des dossiers et de l'attribution des fameux sésames aux opérateurs économiques. Le comité technique chargé de délivrer les agréments fait son travail en toute indépendance et étudie avec minutie chaque dossier, conformément aux dispositions du cahier des charges régissant cette activité. Parmi les amendements attendus par les observateurs figure la question relative à la compatibilité des conditions avec les engagements internationaux de l'Algérie en matière de partenariats bilatéraux. Mais selon le ministre de l'Industrie Ahmed Zerdar, l'Algérie ne se contentera pas d'importer des voitures, car elle compte bien relancer l'activité de construction automobile localement. Nous voulons réaliser un véritable bond dans certains secteurs. Le président de la République algérienne l'a rappelé récemment, nous ne voulons plus faire dans le gonflage des pneus. Une nouvelle feuille de route devrait bientôt être annoncée par le gouvernement. Dossier automobile, il en sera question justement avec notre invité, M. Morad Saadi, directeur d'un site spécialisé dans l'automobile. Bonjour M. Saadi. Bonjour, merci de me recevoir. Très bien. Alors, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Où en est, c'est-à-dire aujourd'hui, le cahier des charges relatif à l'importation des véhicules neufs? Est-ce que l'année 2022 sera vraiment sera la bonne année, on va dire? Je l'espère. C'est l'activité et le retour des importations de véhicules est attendu impatiemment depuis maintenant plusieurs années. Les événements se sont bousculés ces derniers jours et la révision du cahier des charges annoncé il y a quelques jours par le ministre de l'Industrie et sur instruction du président de la République est en bonne voie selon mes informations. Les délais vont être raccourcis, du moins c'est ce que je souhaite et c'est ce que tous les opérateurs dans le domaine souhaitent également. Et je présume que le nouveau cahier des charges verra le jour au mois de janvier, ce qui serait une bonne chose pour permettre aux opérateurs de retrouver un tant soit peu leur activité dans 3 mois à peu près, puisque les délais des importations, il y a des étapes à franchir avant d'arriver à avoir les véhicules rentrés en Algérie. Ça prendra 3 ou 4 mois, mais cela préfigure d'une année 2022 beaucoup plus sereine par rapport à ce qu'on a vécu ces derniers temps. Très bien. Et toujours dans le segment importation, qu'en est-il des origines des véhicules, bien sûr, sans citer de marque?
qui vont être, c'est-à-dire réintégrer le marché algérien? Les origines vont être diverses. Ça va provenir d'Asie, d'Europe, au regard de la nouvelle donne qui fait que le cahier des charges va permettre aux opérateurs de l'Union européenne de retrouver le marché algérien, de tous les étrangers, les opérateurs étrangers de retrouver le marché algérien. Je cite les opérateurs en provenance d'Europe parce que tout simplement, les Algériens ont tendance à aller vers ce type de voitures qu'ils apprécient, qu'ils connaissent bien et qui réalisent sur le marché algérien des volumes extrêmement importants. C'est des marques, elles sont les cités qui dominent le marché traditionnellement, qui dominent le marché algérien. Même s'il y a quand même une mutation vers les marques asiatiques qui sont par ailleurs excellentes, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Mais il y a quand même des traditions de consommation locale qui font que les Européennes sont dominatrices. Très bien. Qu'en est-il de la construction automobile? Autre sujet délicat, le gouvernement en a parlé. L'Algérie ambitionne de revenir à cette activité dès l'année prochaine. Quel modèle faudrait-il, selon vous, adopter? Alors, à mon humble avis, la construction est une affaire de constructeurs. Tout simplement parce qu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore acquis les moyens nécessaires, la technologie nécessaire localement pour pouvoir prétendre fabriquer des véhicules. Donc, à mon humble avis, il faudrait que l'Algérie négocie avec un constructeur, pourquoi pas lui donner le marché, lui ouvrir le marché, mais à mon avis aussi, c'est que l'Algérie traverse une période de transition, particulièrement en termes d'écologie. Donc, il ne faudrait pas que notre pays aille vers la construction de véhicules traditionnels avec des moteurs thermiques. On peut faire ça sur une période de 3, 4 ans, 5 ans. Ça, c'est des négociations avec le constructeur. Et à un moment donné, il faut que le constructeur qui vient en Algérie puisse produire des véhicules propres pour que ça contribue à ce que ça permette à notre pays, cette production automobile propre permettra de contribuer à la réussite de la transition énergétique. Très bien. Donc, vous parlez, on va dire, des véhicules quelque part électriques. Électriques, hydrogène, je ne sais pas comment vont évoluer les choses, mais en tout cas, c'est quelque chose de très important, sachant qu'à l'horizon 2030, il y a la taxe carbone qui pointe son bout de nez, donc qu'il va falloir assumer dans le cas où on ne réussisse pas à diminuer nos émissions de CO2. Et pensez-vous que ces véhicules électriques seront adoptés, on va dire, par le peuple algérien, lui Pourquoi pas? De toute manière, quand on a vu, l'histoire est là, quand on a vu certaines marques asiatiques arriver sur le marché algérien, bien sûr qu'elles ont été rébutées elles ont été, pas tout de suite acceptées par le marché algérien, mais par la suite, on a vu, au bout de 3-4 années, que les Algériens se ruaient vers ces véhicules qui ont fait leurs preuves. Et un marché n'est pas figé, il peut muter. Et donc, et puis il y a un enjeu stratégique important pour notre pays qu'il faut réussir et qui est la transition énergétique. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Mourad Saadi. Je rappelle que vous êtes le directeur d'un site spécialisé dans l'automobile. Merci de m'avoir reçu. Voilà. Et la pandémie Covid-19 a complètement chamboulé le monde de l'entreprise. La vision des dirigeants s'adapte désormais au nouveau mode de gouvernance. Les détails avec Kherdin Botache. Quel est l'impact de la pandémie Covid-19 sur la nature des décisions prises par les dirigeants d'entreprises en Afrique? C'est la question à laquelle la Société mondiale de recherche et de conseil Oxford Business Group a tenté d'apporter une réponse via une étude consacrée à l'évaluation des observations des dirigeants internationaux relatives aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Alors, Oxford Business Group a récemment publié une enquête mondiale par rapport à l'adoption de critères ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance, de bonne gouvernance, auprès de plus de 350 PDG de cadres supérieurs autour de la planète, pour mieux comprendre dans quelle mesure la pandémie a un impact sur l'adoption de ces principes. Le concept d'ESG se rapporte aux 3 principaux facteurs permettant d'évaluer le caractère durable d'un investissement. Il tire son origine du concept de triple performance. Il s'agit de la première fois qu'une enquête phare se focalise sur les critères ESG, en adéquation avec les conséquences de la Covid-19 sur le management des entreprises
et le processus de prise de décision chez les patrons, notamment en Afrique. Selon le cabinet britannique, la pandémie Covid-19 a contribué à relancer la réflexion sur le rôle des principes ESG en entreprise. De manière assez significative, plus de 60 personnes des personnes interrogées ont déclaré que la pandémie avait modérément ou significativement affecté leur compréhension et leur appétit pour l'adoption des principes ESG. Donc c'est un signe clair que la crise sanitaire a en effet mis en lumière les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement. Dans un contexte post-pandémique, de nouveaux paramètres sont susceptibles d'être pris en compte par les dirigeants d'entreprises africains, notamment dans la gestion des ressources humaines. Une prise de conscience s'opère concernant l'importance du paramètre durabilité dans la prise de décision chez le top management. En termes global, le développement du capital humain s'est relevé comme la première considération sociale des répondants à cette enquête, avec 22%, et il a été suivi par la santé et la sécurité avec 19%. À noter que plus de 22% de cadres dirigeants africains ont été interrogés dans le cadre de cette enquête. Culture et mode, à présent, les Fashion Week d'Afrique, les deux capitales africaines, Accra et Dakar, ont vibré au rythme des défilés de mode riches et hauts en couleurs. La famille de la mode africaine était au rendez-vous. Amira Beja. Les dernières tendances vestimentaires des créateurs africains sont à l'honneur durant ce mois de décembre. Au Sénégal, la Dakar Fashion Week, dans sa 19e édition, prône la mode durable et met en avant les jeunes créateurs du continent. Les organisateurs ont choisi un décor féerique. C'est sous d'immenses baobabs que les spectateurs ont été éblouis. Un show qui dévoile le savoir-faire africain. Les stylistes venus de Côte d'Ivoire, d'Éthiopie ou encore de Mozambique dévoilent leur innovation vestimentaire tournée vers une mode éco-responsable en faveur de la protection de l'environnement, portée par des silhouettes variées. Direction le Ghana, où la 5e édition de la Fashion Week d'Accra, des créateurs ghanéens et ouest-africains ont participé dans le but de se faire connaître et attirer un public plus large, mais aussi s'exporter en dehors du continent africain. Pour cela, les organisateurs ont mis en place une immense plateforme Internet. Entre la mode africaine et la mode occidentale, les créateurs jouent entre les deux pour satisfaire toutes les sociétés. Fin de ce 13h, merci pour votre attention. Tout de suite, les couleurs du ciel présentées par Madame Ziane Zitouni, suivi donc de l'entretien accordé par le président de la Fédération algérienne de football, Sharafeddine Amara. Ce soir, vous retrouverez Fatma Mani pour l'édition de 19h. Excellente suite des programmes sur Al24 News.